La question dont je vais vous parler, c'est une alerte qui est relative à la santé, mais à la santé des finances publiques, des collectivités locales. Ça concerne les prêts toxiques. Alors, il se trouve que j'ai travaillé de 1992 à 2004 en relation avec les collectivités locales à la Caisse d'épargne, puisque mon travail, mon métier, était de leur apporter des financements. Et au début des années 2000, j'ai vu arriver donc des prêts à commercialiser qui s'appelaient à l'époque des prêts structurés, qui étaient des prêts qui, selon moi, présentaient de graves dangers. Un prêt structuré, pour le dire simplement, c'est un prêt qui associe un contrat, qui associe un prêt classique, eh bien, un risque très important porté par la collectivité en contrepartie de 3 années ou 4 années de bonification. Ce risque consiste dans le fait d'indexer le taux du prêt à des index plus ou moins exotiques. Ça peut être le cours des matières premières, ça peut être la variation entre les taux courts et les taux longs, et ça peut être surtout le change entre des monnaies. L'euro, le franc suisse, le yen, le dollar, etc. On a vu tout un ensemble de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, Dexia, qui est la banque qui a lancé ce type de financement vers le milieu des années 90, commercialisait à la fin des années 2000 223 sortes de prêts différents au niveau des acteurs publics locaux. Alors, lorsque j'ai vu arriver ces contrats, qui me paraissaient pas conformes donc à la déontologie, même s'ils avaient la validation, j'ai refusé de les commercialiser. Je pensais que ces prêts étaient de nature spéculative, ce qui est le cas quand on joue sur des monnaies. Or, la spéculation est interdite au niveau des collectivités locales. Je pensais également que ces contrats ne permettaient pas donc aux collectivités de répondre au principe de sincérité qui s'impose à elles. Le principe de sincérité, c'est de prévoir des recettes et des dépenses et de les respecter. Or, quand vous avez des taux qui peuvent varier de 3% à 15, 20, 25 ou 30%, il est évident que la planification des dépenses dans un budget primitif est tout à fait aléatoire. Enfin, il y avait un autre point, c'est que ces outils donc, de financement ont été inventés par les banques pour surmarger, faire des marges beaucoup plus importantes. Et une fois qu'elles se sont attaquées donc, au financement en cours de l'ensemble des collectivités, des hôpitaux publics et des organismes de logements sociaux, elles ont voulu renégocier la totalité de la dette de ces organismes-là. Ce qui explique qu'une structure comme le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait 97% de sa dette en prêt toxique. Donc voilà un petit peu pour planter le décor. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces prêts toxiques qu'on appelait structurés sont devenus toxiques à l'occasion de la crise financière de 2007-2008. Et à cette occasion-là, il y a eu 2 démarches. Il y a eu une démarche parlementaire, la commission d'enquête de Claude Barthelone, qui a été mise en place pour faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passait dans les collectivités. Le bilan était édifiant. 35 milliards d'euros de prêts structurés, dont 18,8 milliards à risque, plus de 10 000 contrats concernant plusieurs milliers d'emprunteurs. Vous voyez un petit peu la chose avec un surcoût annuel de l'ordre de 1 milliard d'euros par an. Donc ça, c'est le bilan de la commission d'enquête. Alors, dans le même temps, la même époque, fin 2011, s'est mis en place un collectif d'audit citoyen. Et ça, c'est intéressant parce que à l'intérieur de ce collectif d'audit citoyen, qui s'était créé pour dénoncer le discours ambiant qui disait que si à la dette publique, c'est normal, c'est parce qu'on dépense trop, on est trop dépensier, etc., les grands discours classiques. Donc on a constitué ce collectif pour démonter donc, ce discours-là et puis pour se bagarrer. En ce qui me concerne, dans la mesure où j'avais travaillé pendant quelques années, plus d'une dizaine d'années sur le marché des collectivités locales, eh bien, j'ai mis un petit peu mon expérience à disposition du collectif pour travailler sur la dette locale. Et mon rôle a été de mettre en place des outils qui devaient permettre aux collectifs locaux, puisqu'une fois qu'on a créé le collectif national à Paris, il y a eu une centaine de collectifs qui se sont créés un petit peu partout dans toute la France. C'était une démarche tout à fait intéressante. Et les outils ont permis à ces collectifs de procéder à ce qu'on appelle un audit citoyen, d'aller regarder sans être un spécialiste des finances publiques, des collectivités locales ou sans être commissaire aux comptes ou comptable, eh bien de faire un petit peu l'état de la dette locale, voir s'il y avait des prêts toxiques, pourquoi il y en avait, les surcoûts que ça occasionnait, et, ce qui est intéressant, prendre à partie les élus et leur demander de, je dirais, réagir par rapport à cela, et notamment réagir contre les banques. Alors c'est un travail un petit peu souterrain que l'on a mené. On a mis en place des outils. Donc moi j'ai fait ce livre qui s'appelle « Les prêts toxiques, une affaire d'État », qui est un petit manuel, je dirais, de résistance citoyenne au niveau local, puisque dedans il y a tout un ensemble des annexes d'outils pour analyser la dette, combattre, etc. L'état des jurisprudences pour voir quelles pistes de droit on peut utiliser pour
pour attaquer les banques. Et ce qui est intéressant, je vais assez vite parce que je sais qu'on a peu de temps, c'est qu'on a essayé de construire, à partir de ces audits, des possibilités d'action. Et ces possibilités d'action, elles existent parce que ces contrats, il y a à ce jour, il faut savoir, donc près de 300 procès qui concernent grosso modo 200 collectivités. Il n'y a pas de jugement au fond pour l'instant. On a simplement deux décisions qui sont très importantes. Celle du tribunal de grande instance de Nanterre à propos de 3 contrats du Conseil général de Seine-Saint-Denis qui a annulé donc toute la référence au taux dans la mesure où les contrats en question, plutôt les fax de confirmation des contrats, étaient dépourvus de taux effectif global. Le taux effectif global dans un contrat d'emprunt, c'est le taux qui récapitule toutes les charges, les intérêts que vous payez, les frais de dossier, les frais de garantie, les frais d'assurance, etc. Or, dans les contrats qui étaient passés entre les banques, Dexia en particulier, et les collectivités, dans bien des cas, le TEG était absent. Ça, c'est un point qui est tout à fait de forme. Or, il y a un élément de fond qui est tout à fait intéressant et qui a été décidé par le tribunal de grande instance de Paris et confirmé par la Cour d'appel de Paris à l'occasion d'un litige entre la banque Royal Bank of Scotland et la commune de Saint-Étienne. Les deux instances de juridiction ont considéré que, dans la mesure où le contrat en question proposé par RBS ne mettait pas en place de plafond au niveau de l'évolution du taux, eh bien, ça suffisait à caractériser le contrat comme un contrat de nature spéculative, spéculation interdite aux collectivités locales, je le rappelle. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait important, même si, malheureusement, la commune de Saint-Étienne a refusé d'aller au bout et a préféré passer un deal avec la banque et partager en deux l'indemnité que devait la commune si elle voulait rembourser le prêt. Ce n'était pas une paille, l'indemnité, c'était 2 millions d'euros. Donc 1 million pour la collectivité et ensuite 1 million pour la banque. Parce qu'il faut savoir que ces prêts sont très piégeants. Une fois que vous les avez souscrits, vous êtes dans l'impossibilité d'en sortir. Parce qu'il vous faut payer une indemnité de remboursement anticipé, ou une soulte comme on l'appelle, qui est considérable. Et le montant de cette soulte, j'ai déjà vu le cas, est souvent supérieur au capital restant dû que vous devez rembourser sur le prêt. C'est-à-dire, si vous devez rembourser 1 million d'euros, eh bien à ça, il faut rajouter 1,1 million d'indemnité, ce qui est tout à fait scandaleux. Alors, le rôle, et j'en terminerai par là, donc, que l'on met en place donc, au niveau du collectif citoyen, et comme par hasard, ça se réveille à 2 mois des élections municipales, ce qui n'est pas plus mal, c'est de mettre en place une action citoyenne pour se substituer aux élus, si les élus ne font pas leur boulot, d'attaquer les banques en justice. Les élus, ils ont pu se faire abuser. Certains n'étaient pas tout à fait de bonne foi et ont utilisé la première période de vie du prêt bonifié pour rendre leur bilan un peu plus flatteur, en reportant le risque pour plus tard. Mais nous, ce que l'on défend au niveau du collectif, c'est de dire que la responsabilité essentielle, elle revient aux banques, même s'il y a d'autres responsables. Il y a l'État, il y a les préfectures qui n'ont pas trop fait leur boulot, etc. Mais la responsabilité centrale, au sens de dire qui doit payer, nous on dit ce sont les banques. Et il y a des moyens d'action par rapport à ça. Et effectivement, actuellement je travaille avec 2 collectifs locaux. On a mis en demeure les élus d'engager une action. Et si au bout de 2 mois, les élus n'ont pas réagi ou ont refusé d'agir en justice, on va pouvoir saisir le tribunal administratif dans le cadre d'une action qui s'appelle l'autorisation de plaider. L'autorisation de plaider, pour résumer, elle permet à tout citoyen de se substituer aux élus qui ne défendent pas les intérêts de la collectivité. Et actuellement, on est dans cette démarche-là. Donc, pour dire que l'alerte, c'est bien, il faut les lancer, mais il faut également ensuite construire des moyens de lutte qui soient mis à disposition de la population. Effectivement, je l'ai entendu plusieurs fois, une alerte, c'est bien, quand elle est portée non par un seul individu, mais par un collectif, et c'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau avec les collectifs d'audits citoyens. Voilà, je n'arrête pas.